hégémoniques, vont conclure un pacte. Ils vont faire ce qu'ils appellent le Front National. Ils vont s'unir dans ce Front National-là. Et l'idée, c'est d'alterner, par exemple, tant donné le Parti libéral, tant donné le Parti conservateur, je ne me rappelle pas si c'était 4 ou 8 ans, mais c'est ça, les deux partis alternaient. Échanger le pouvoir. Et de cette façon-là, il y avait un accord, mais l'idée était bien sûr d'écarter tous les autres partis, dont le Parti communiste colombien, qui était quand même assez fort à l'époque. On cherchait en fait à faire juste ce Front National-là montrait donc que les deux partis, en fait, ils n'avaient rien de différent. En fait, ils appartenaient tous les deux à une oligarchie. Chacun, en fait, représentait certains secteurs de l'oligarchie. Mais ces partis-là, une fois en fait unis ensemble, ils représentaient l'oligarchie colombienne. Et ce qui se passait, c'est qu'il n'y avait aucune possibilité de sortie politique. C'est-à-dire que vous avez un conflit, vous avez les milices libérales qui sont là, qui essaient de protéger leur territoire et qui subissent une répression. Et il n'y a eu plus aucun véhicule politique, en fait, il n'y a plus d'espace au niveau de la démocratie colombienne pour permettre de faire aboutir les revendications. Alors, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, les forces vont aller vers la violence. Et donc, c'est ce qui va accentuer, en fait, ce mouvement vers la guérilla. Et ce mouvement, en fait, d'ailleurs, le Front National va durer jusqu'en 1978. C'est quand même assez long, là, on parle d'environ 20 ans. À travers tout ça, ben, en fait, quand le Front National va en finir, disons que ça va quand même créer un certain oxygène, mais qui ne se fera pas ressentir avant le milieu des années 80. Mais au milieu des années 80, il y a quand même une lueur d'espoir. C'est-à-dire qu'il y a les ententes, il y a des ententes qui sont faites avec le président Bettencourt et les groupes de guérilla qui vont accepter, si le gouvernement les laisse faire, une transition vers, en fait, de laisser graduellement les armes pour s'en aller vers la lutte politique à l'intérieur du système étatique, du système démocratique. Et c'est ce qui va aboutir à la création de l'Union patriotique. L'Union patriotique, c'était en fait... Il y en a aujourd'hui en fait qui disent que c'était le Parti communiste avec un autre nom. Mais ça regroupait en fait... C'était quand même assez large. Donc, il y avait quand même beaucoup d'autres groupes de gauche et beaucoup de guérilleros, par exemple, qui laissaient les armes pour aller s'engager dans ce parti-là. Donc, graduellement, la guérilla commençait à laisser les armes pour s'en aller en fait vers la voie pacifique. Mais la guérilla ne l'a pas fait totalement parce que justement, ils ne voulaient pas non plus perdre les avancées au niveau des territoires qu'ils contrôlaient. Donc, il y a eu cette ambivalence-là, mais quand même, ça a créé un mouvement. Et ce qui a été en fait le plus marquant, c'est que l'Union patriotique commence à faire des gains quand même assez substantiels. Il y a une certaine montée de la popularité de ce parti-là au milieu des années 80, à un tel point qu'il commence à gagner des mairies, il commence à avoir des sièges au Sénat, leur candidat, en fait, le candidat à la présidence, en fait, est de plus en plus pressenti comme quelqu'un qui va remporter la présidence. Mais par contre, Jaime Pardo Leal, qui était le premier président en fait, de l'Union patriotique, meurt assassiné en 87. Mais ça va être au milieu en fait d'une opération, d'un véritable génocide qui va se passer dans toute disons, dans toute la fin de la décennie des années 80, début des années 90. Un véritable génocide politique. C'est un des rares qu'on peut qualifier vraiment de génocide d'un parti politique. On estime qu'il y a entre 3 et 5 000 morts en fait qui ont été assassinés durant toute cette période-là. Vous imaginez 3 à 5 000 morts. Mais c'était justement le cas aussi parce que l'Union patriotique il y avait quand même de plus en plus de membres. Mais dès que les assassinats ont commencé, il y a eu des massacres, par exemple, dans l'État d'Antioquia, où il y a eu, je crois, 43 morts d'un seul coup là, dans un rassemblement. Et on voyait le sang couler là, depuis la salle, là, en fait, là,
qui allaient couler dans les égouts. Là, on voyait du sang sortir là, comme une rivière de sang. C'est assez épouvantable. Mais c'est ce qu'on appelle, on appelait ça l'opération Baile Rojo, qui veut dire danse rouge. Mais il y a aussi le plan Condor, en fait. Donc, ça a été quand même. Il y a eu beaucoup de forces du gouvernement, en fait, qui ont été associées à ça, qui ont été associées à ce massacre-là. Et d'ailleurs, même, il y a eu quand même l'intervention d'organisations internationales qui, elles, ont poussé beaucoup le gouvernement pour qu'il accepte les revendications de différents groupes qui étaient liés à soit l'Union patriotique ou qui étaient liés en fait à des groupes de gauche, des groupes de défense des droits humains, afin que l'État envoie au moins des gardes du corps pour protéger les personnes qui sont en danger. Mais finalement, d'ailleurs, c'est encore une garantie qu'ils ont aujourd'hui, mais c'est une garantie qu'ils doivent toujours se battre pour avoir toujours des escortes, par exemple, qui les accompagnent. Je peux vous dire que même, en fait, dernièrement, ils ont essayé de privatiser ce service-là. Donc, en passant par la privatisation, au moins, ils s'assuraient de... ce qu'il faut parler parallèlement à ça, justement, qui assassine aussi ces gens-là, qui ont assassiné les gens de l'Union patriotique. C'est un autre mouvement, en fait, qui a été créé graduellement. Il y a eu, ce qu'on a appelé les convivir, qui étaient des coopératives où les gens, en fait, s'armaient. Et même, en fait, ils disaient que comme l'armée était pas assez, il y avait pas assez de gens dans l'armée, que l'armée était pas assez puissante, il fallait peut-être armer les civils pour contrer la guérilla. Et le discours actuellement, en fait, c'est que la guérilla est à peu près responsable de tout. En fait, elle est responsable du chômage, responsable des tempêtes tropicales, s'il y en a. C'est le mouvement qu'on appelle les paramilitaires. C'est-à-dire que ces coopératives-là vont finir par devenir, les mouvements paramilitaires vont finir par s'unir sous ce qu'on appelle à l'époque les AUC, les Autodéfenses Unies de la Colombie. Il y a eu d'autres groupes, mais ça c'est le groupe majeur en fait, avec un homme particulièrement sinistre à sa tête qui était Carlos Castaño. Ils ont perpétré des massacres assez épouvantables. Quand vous dites qu'à un moment donné, ils sont mis à faire une partie de football où ils ont obligé, de football, de soccer en fait, où ils ont obligé toute la population du village à assister. Et ils étaient en train de jouer contre les membres de l'armée. Et ils jouaient avec la tête d'un villageois qui a été tué. Donc, c'était sa tête qui faisait le ballon. Il y a eu plusieurs massacres comme ça qui sont faits là, dans les années 90 aussi. Donc, ce qui arrive en fait avec l'Union patriotique, le fait que justement, cet espace-là, qui était un espace qui permettait tant d'espoir, en qui les gens avaient mis beaucoup d'espoir, ça devenait finalement un espace qui était plus possible. Parce qu'en fait, on a assassiné 3 candidats à la présidence dans ce parti-là. Et des gens quand même assez charismatiques. À chaque fois qu'il se passait quelque chose, en fait, disons que ça décourageait. En fait, le nombre de membres a baissé. En fait, ils ont réussi leur coup, ils ont réussi à exterminer ce parti-là. Et à mesure que ce parti-là a été exterminé, il y a des gens qui, même, n'avaient rien à voir avec la violence, qui ont fini par retourner dans la guérilla. Qui sont allés dans la guérilla et qui ont même fini par devenir des leaders de la guérilla, en fait, que ce soit des FARC ou le LN. Donc, on se retrouve en fait aujourd'hui avec ce problème-là. C'est-à-dire que le gros problème, en fait, le conflit est autant social qu'armé, parce que pour sortir de la pauvreté, du chômage, pour sortir des conditions très précaires dans lesquelles vivent beaucoup de gens, s'il n'y a pas de voie démocratique, s'il n'y a pas de sortie politique, parce que c'est là tout l'enjeu, s'il n'y a pas une sortie politique à ce conflit-là, le conflit, la violence va perdurer. Et c'est ce qui